Bonsoir à toutes et à tous. Alors je pense que vous me reconnaissez, c'est Rids ou Rija selon qu'on prononce mon prénom littéralement ou pas. Alors dans un premier temps, je tenais à remercier toutes les personnes qui, je vais pas dire m'ont soutenu, enfin quoique ça ressemble à un soutien, en tout cas un genre d'encouragement pour, voilà, pour me motiver à continuer mes vidéos. Je parle bien essentiellement de ma vidéo intitulée Comment reconnaître le zèbre. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Par contre, il y a une grosse faille. C'est pour ça au fait que ma réapparition vidéo, elle a été précipitée parce que je comptais réapparaître en vidéo, mais bien plus tard pour présenter mes nouveaux projets, dont je parlerai à la fin de ma vidéo du coup. Il y a un commentaire que j'ai reçu, il a invité à remettre en cause ma première vidéo Comment reconnaître le zèbre. Et bien en fait, dans mon identification du zèbre, je ne tourne qu'autour de la facette émotionnelle, la sensibilité émotionnelle du zèbre, disant que tout part de là. Et c'est ça au fait qui fait des fois cette vidéo. Cette vidéo est beaucoup trop généraliste, en ce sens que tout le monde, n'importe qui, c'est-à-dire des personnes qui ne seraient pas au potentiel, peuvent s'identifier à travers la sensibilité émotionnelle du zèbre parce qu'elle comporte des aspects universels. Elle embrasse tellement toutes les palettes d'émotions connues des êtres humains que n'importe qui peut s'identifier dedans. C'est ça le défaut de ma première vidéo, c'est que j'ai pas précisé la notion de degré et la notion d'origine. C'est-à-dire que l'origine de ce mécanisme émotionnel, de sensibilité émotionnelle, découle au fait d'une caractéristique d'un paramètre précis cognitif. Et c'est au fait un mécanisme cognitif précis qui va programmer une sensibilité émotionnelle précise, une sensibilité intellectuelle précise et une sensibilité sensorielle précise. Sensorielle, le percept, la perception, sensibilité émotionnelle, l'affect, et sensibilité intellectuelle, l'intellect donc. J'ai défini 3 paramètres qui résument, selon moi, complètement la particularité de l'intellect du HP, la vitesse, l'endurance et la puissance. La vitesse, c'est-à-dire la rapidité de compréhension, c'est-à-dire une personne, le HP est une personne donc qui a une perspicacité très vive, qui démarre au quart de tour, donc une lucidité, etc. Un sens de la compréhension plus rapide, vitesse. Ensuite, endurance, c'est-à-dire, comme le marathon, voilà, endurance, tout le monde sait c'est quoi, une infatigabilité et une inlassabilité dans la réflexion, dans la construction de sa pensée, sa modélisation. Quand je dis qu'il ne se fatigue pas, bien sûr, c'est une extrapolation, une hyperbole. C'est-à-dire que, bien entendu, on n'imagine pas qu'il s'endort jamais, etc., tellement il pense, c'est pas ça. C'est que par rapport à la norme, c'est-à-dire la moyenne, la majorité, parce qu'il faut savoir que la norme n'est jamais rien de plus au final que la majorité d'une population donnée, c'est-à-dire que quand on parle de norme, c'est le cas général, c'est-à-dire qu'en masse dominante, qui présente des caractéristiques semblables, similaires, c'est ce qui définit la norme. Et les cas minoritaires sont des cas particuliers, les HP étant des cas particuliers parmi tant d'autres. Il y a des HP, mais il y a aussi des personnes très intelligentes d'une certaine façon, donc qui ont une façon de penser avec leurs caractéristiques qui leur sont propres. Ensuite d'autres qui ont une sensibilité particulière, etc., etc. Mais être HP, être haut potentiel, c'est une caractéristique cognitive précise qui fait que on est au potentiel. Les HP, ils ont un mécanisme semblable entre eux, ils peuvent se comprendre, ils vont à la même vitesse de réflexion, ils ont la même endurance, ils ne se lassent pas, ou du moins ils se lassent moins vite par rapport à la norme, donc la majorité. Et puissance, alors la notion de puissance, attention, quand j'évoque la puissance de la réflexion du HP, c'est pas puissance à prendre dans le sens surpuissant, voilà, d'où l'ancienne appellation surdoué, machin, c'est pas ça. Puissance, j'entends la force, c'est-à-dire puissance dans le sens la force
de l'aspect cognitif intellectuel du HP, c'est son imagination, donc génératrice de sa pensée créatrice, créative, et sa curiosité. Ça aussi, c'est ce qui fait la différence avec la norme en général, c'est sa curiosité hors norme, justement, c'est-à-dire qui est hors la norme. Je vais m'expliquer. Alors, son imagination, c'est-à-dire c'est sa sensibilité au fait, due à son paramètre cognitif particulier, donc qui va programmer une sensibilité émotionnelle particulière, ça va favoriser une imagination plus élevée que la norme, qui va être alimentée, son imagination, par sa curiosité. C'est-à-dire au fait que le HP, s'il a autant d'imagination, c'est parce qu'il est très curieux. Il a une curiosité plus élargie, c'est-à-dire que tout attise sa curiosité. Si on se met en scène, par exemple, et que des individus vont parler, ça, je vous dis quelque chose par expérience que j'ai remarqué chez tous les HP que j'ai côtoyés. Ils s'intéressent à tout. Une discussion sur n'importe quoi, deux individus vont parler de choses qui, a priori, pour la norme, voilà, ça n'a aucun intérêt, sauf pour les personnes qui parlent. Le HP va s'intéresser. Il trouve son intérêt partout parce que il, par empathie, et vous voyez, c'est pas qu'une empathie dans le sens émotionnel, c'est-à-dire dans la norme, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre parce que l'autre présente des aspects similaires, un aspect qui présente des similitudes au niveau de son histoire. On va être touché émotionnellement parce qu'on va se reconnaître, on va s'identifier à travers l'autre. C'est ça l'empathie dans l'ordinaire. C'est émotionnel. Alors que chez le HP, l'empathie va être émotionnelle mais aussi intellectuelle. C'est-à-dire que le HP va pouvoir s'identifier à travers une réflexion, une démarche intellectuelle. Et cette curiosité va favoriser son imagination. C'est-à-dire qu'il aura un choix plus large et une construction de pensée plus élargie. Il va créer de la pensée parce que s'intéressant à tout, donc c'est la culture quelque part, ayant cette culture-là, il va développer toujours, avoir des idées, de nouvelles pensées. Puissance, je parle de la force, ce qui fait la force de cette puissance intellectuelle. Au fait, ce paramètre cognitif particulier du zèbre, du HP, il établit une interaction toujours entre l'affect et l'intellect. Chez le HP aussi, ça c'est une de ses grandes particularités. Quand vous êtes avec vos potes, vos amis, tout ça, on va lancer un délire commun à travers lequel tout le monde, ou du moins la plupart, la majorité, vont pouvoir partager ce même délire. Sinon on est out, on n'est pas dedans et c'est pas cool. On reste seul dans son coin et on ne sait pas trop de quoi les autres parlent. Quand vous allez vous retrouver en intimité avec quelqu'un, avec une personne, parce que vous n'êtes pas fait peut-être pour le groupe, mais peut-être pour les relations plus intimes, plus individuelles, les personnes lambda vont parler de leur passion, des choses qu'ils ont en commun. Le HP, lui, quand il est l'intimité du HP, elle va être émotionnelle comme les autres, c'est-à-dire partager les choses qui nous touchent, etc. Mais c'est aussi une intimité intellectuelle, c'est-à-dire qu'il ne pourra s'empêcher, et il est fait de ça, déboucher sur son délire à lui, qui est intellectuel, qui est cérébral. Il va inviter un ami à passer des heures, une journée entière, à parler de sujets qui le passionnent, qui tournent toujours autour de l'art, de la recherche scientifique ou philosophique, sciences sociales, humaines, une compréhension des origines du monde, des origines de tout, de pourquoi ces réactions, de pourquoi ces sensations, de pourquoi ces interactions entre les uns et les autres. C'est vraiment tout ça, c'est typique HP. C'est typique HP. C'est très chiant, très prise de tête. On ne peut pas vraiment dire si on aime ça ou pas, parce que on est fait comme ça, on est constitué ainsi. Par défaut, par définition, on est comme ça. On pourra toujours nous reprocher d'en faire trop, d'en dire trop, d'être dans l'extravagance, d'être dans la démonstration.
Mais être HP, c'est ça. Et cette sensibilité émotionnelle et sensorielle, c'est-à-dire les sens, les 5 sens, l'ouïe, la vue, le toucher, etc., c'est ce qui va favoriser son intérêt naturel pour l'art. Tous les HP ont une sensibilité artistique pour l'art, mais encore une fois, je peux induire en erreur en disant tous les HP sont sensibles à l'art, parce que comme si j'insinuerais que seuls les HP sont sensibles à l'art. C'est pas ça que je veux dire. Tout le monde peut être sensible à l'art, mais le HP, par défaut, par définition, il l'est, pour des raisons précises, par sa sensibilité intellectuelle, sensorielle et émotionnelle, il est attiré par l'art. Il est, on peut dire, un artiste, soit passif, soit actif, c'est-à-dire soit en puissance, soit en acte. C'est-à-dire que soit l'artiste, il fait, il crée, soit, de par sa pensée, il est... après, tout dépend, c'est assez subjectif ce que je dis, parce que pour beaucoup, je pense, être artiste, c'est quelqu'un qui fait, pas quelqu'un qui pense comme un artiste, qui pense comme un artiste dans le sens où il aurait des idées de création artistique, mais s'il ne passe pas à l'acte, peut-on le considérer comme un artiste ou pas? Voilà, c'est très subjectif ce que je dis, mais on va dire que tout HP a un goût artistique, un sens artistique développé, encore une fois, c'est-à-dire plus élargi que la norme, de par son paramètre particulier cognitif. J'avais proposé 2 schémas pour voir la différence entre l'expression de la démarche intellectuelle du HP et de celle d'un lambda. C'est-à-dire comment un HP digresse, parce que ça aussi c'est typique HP, vous allez lui poser une question simple et par une multitude de chemins différents, il va décortiquer, analyser pour ensuite synthétiser. Ça fait vraiment un effet arbre avec plusieurs branches, plusieurs racines qui font pousser des feuilles. Et c'est ce qu'on appelle l'arborescence, qui se distingue, qui se différencie, qui s'oppose du tracé linéaire, de la pensée linéaire du lambda. Donc le normopensant, comme je l'appelle, ou le neurotypique, le nom un peu savant qui caractérise ceux qui ne sont pas HP, zèbre. Donc pour ça, je vous propose un aperçu de mon début de montage, parce que j'ai commencé cette vidéo et donc voilà. Alors, le lambda, lui, comment est-ce qu'il va effectuer sa démarche intellectuelle lors d'une réflexion, d'un raisonnement, pour répondre à une question qui lui a été posée ou même à des questionnements internes? Comment est-ce qu'il va procéder? Alors, comme tout le monde, il va puiser dans sa mémoire, ses souvenirs, toutes les ressources, les éléments de réponse qui lui sont utiles et nécessaires, afin d'alimenter sa réflexion en les référant à ses connaissances actuelles. Alors, à partir de cet ensemble d'éléments composés de réflexions antérieures et présentes, à l'aide de son bon sens, de sa raison, de son intellect, il va procéder à une analyse par le cheminement suivant, à partir de « parce que je sais que » et que j'ai appris que, je peux en déduire que. Et donc, à partir de ce qu'il sait et à partir de ce qu'il a appris, il va constituer un cheminement de réflexion par assemblage de suppositions, d'hypothèses, jusqu'à aboutir à une conclusion, à une déduction, une synthèse. C'est le cheminement hypothético-déductif du lambda. On remarque que le cheminement intellectuel du lambda, il est toujours linéaire, c'est-à-dire qu'il s'exécute dans un sens unique, quelles que soient les directions, les voies qu'il emprunte. Alors la distinction entre sens et direction, ça renvoie un peu aux notions vectorielles de mathématiques, c'est-à-dire qu'il aille dans cette direction ou dans cette direction-là, qu'importe, il va toujours dans le même sens, vers la même orientation. Quel que soit le raisonnement du lambda, son assemblage de suppositions et d'hypothèses, elle reste bornée dans un fil conducteur qui, bout à bout, de fil en aiguille, constitue une suite logique pragmatique qui reste dans le concret.
il va dans un sens unique de réflexion, c'est le cheminement linéaire du lambda. Alors le zèbre, comment est-ce qu'il procède pour organiser sa démarche intellectuelle? Bien, comme le lambda, il va puiser dans sa mémoire et ses souvenirs les ressources, les éléments de réponse qui lui sont utiles et nécessaires pour alimenter sa réflexion en les référant à ses connaissances actuelles, et à partir de ces éléments de réflexion passés et présents, à l'aide de sa raison, de son pragmatisme, de son intellect, comme le lambda, il va procéder à une analyse qui le fera emprunter le cheminement suivant: parce que je sais que, et que j'ai appris que, je peux en déduire que. Il va alors commencer à organiser sa pensée, un cheminement, mais un phénomène étrange va alors se produire et va venir chambouler toute sa raison, tout son bon sens pragmatique. Son hypersensibilité va le submerger de questionnements internes, ce qui aura pour effet de mettre en suspens, en attente, sa raison, son intellect, et ces questionnements internes vont amener le zèbre à se poser sa question favorite: pourquoi? Autrement dit, pourquoi? Parce que je sais que, et que j'ai appris que, je dois forcément, nécessairement en déduire que. Au fait, son imagination, générée par son hypersensibilité, elle va venir troubler le raisonnement pragmatique du zèbre en l'orientant vers de nouvelles pistes de réflexion. C'est-à-dire que son cheminement intellectuel, il va se scinder en deux parties, l'une générée par son affect, son imagination, sa créativité, et l'autre par sa raison, sa logique pragmatique, son intellect. On va prendre le cas atypique du HPE, le haut potentiel émotionnel, qui pense d'abord, qui raisonne d'abord avec son imagination, sa créativité de sens. Son questionnement interne pourquoi va l'amener à une première supposition, parce que, qui le conduira à une première déduction, donc. Mais si j'ai dit première déduction, c'est pas par hasard, c'est bien parce que ce ne sera pas la dernière. Car son hypersensibilité, génératrice d'imagination et donc de créativité, va venir remettre en question cette déduction pour recréer une nouvelle supposition. C'est-à-dire que le HP, le zèbre, va chercher à justifier sa justification. Pourquoi? Parce que, donc, parce que, etc., etc. Ça, c'est le HPE. C'est-à-dire que dans un premier temps, il pense, il raisonne avec ses émotions, son affect. Et dans un deuxième temps, il raisonnera avec son intellect, sa raison. Donc pareillement, de son questionnement interne pourquoi, il basculera vers une première supposition, et toujours avec son intellect, à une première déduction. Mais comme c'est un zèbre HPE, c'est-à-dire qui raisonne davantage avec son affect, ses émotions, son imagination, sa créativité, il aura toujours plus tendance, même s'il est dans sa raison, dans son raisonnement intellectuel brut, pragmatique, il aura toujours tendance à alimenter sa raison par son imagination. Donc avec son intellect, d'une part, il aura une première déduction, mais d'autre part, avec son imagination, sa créativité de sens, il aura une déduction en parallèle. Toujours une déduction qui mène à une nouvelle supposition, etc. Et parallèlement, une alimentation de son imagination, etc. On remarque que l'imagination, la créativité du zèbre est moteur de la réflexion, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a de l'imagination qu'il y a de la création de sens, et donc que le raisonnement pragmatique ne cesse de croître. S'il n'y avait pas l'imagination du zèbre, eh ben, il n'y aurait pas, entre guillemets, de fil à retordre à la raison du zèbre. Être HP, c'est pas qualitatif, c'est quantitatif. Le paramétrage des HP, il s'évalue quantitativement mais pas qualitativement. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir telle ou telle qualité, telle ou telle particularité qui fait qu'on est HP. Tout le monde, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, peut se reconnaître à travers
les caractéristiques du HP, l'empathie, la susceptibilité, en hypertension cérébrale, c'est-à-dire sans cesse cogiter, mais pour quelle raison on cogite? J'avais évoqué la source, l'origine de tout ça. Est-ce que c'est parce que on traverse une période où on est en fragilité psychologique, qu'on a été frustré parce qu'on a passé une mauvaise journée? Est-ce que c'est ça, cogiter? Ou est-ce que c'est parce qu'on a un paramètre cognitif particulier tel qu'on n'a pas le choix de cogiter, on n'a pas le choix de passer par plein de chemins différents pour se diriger vers un point de fuite précis? Est-ce qu'on est comme ça ou est-ce qu'on est autrement? Est-ce qu'on est comme la plupart? C'est-à-dire on est linéaire et on ne se prend pas la tête, si on se prend la tête quand, entre guillemets, comme on dit communément, on nous a pris la tête. On se prend la tête parce qu'on nous a pris la tête. C'est pas ça quand je parle d'hyperactivité cérébrale. C'est pas le fait de j'ai l'impression que j'ai une maladie, donc je vais rechercher sur internet, tout ça, être envahi, être débordé, c'est pas ça. C'est effectuer des recherches effectivement, mais davantage pour des raisons intellectuelles, pour des fins, pour des buts intellectuels, que pour des raisons émotionnelles, c'est-à-dire soulager sa conscience, ses peurs, ses affects. On n'est plus dans le côté affect, mais vraiment dans le côté intellect chez les HP. C'est pour ça que j'ai voulu étoffer, faire focus sur l'aspect cognitif cérébral intellectuel du HP, parce que dans son aspect sensible, émotionnel, tout le monde pouvait s'identifier en tant qu'HP. Je pense que j'en ai fini pour de bon cette fois-ci. Enfin, c'est pas évident de supporter un tel poids, un tel délire, on va dire. Et sachez que c'est ma dernière vidéo sur le sujet, sur le thème HP. Parce que les HP, je sais pas vous, mais moi, j'en ai jusque là. J'ai mes projets personnels dans lesquels je vais me lancer, comme je l'ai dit au début de ma vidéo. Des projets de cinéma, parce que je compte bien être dans la réalisation cinématographique. Préparer déjà quelques montages de films, dont le premier qui va tourner autour de ma vie, disons ça comme ça, une sorte d'autobiographie cinématographique. Si ça vous intéresse, vous verrez mes prochaines apparitions dans des mini-films, tournés avec un grand caméraman que je salue, si tant est qu'il visualise cette vidéo, et des comédiens, certains professionnels, d'autres amateurs, mais très sérieux, donc on va faire un bon petit truc. Donc sachez que cette apparition vidéo, cette réapparition vidéo n'est pas la dernière, et que je n'ai pas fini d'entendre parler. Alors à très bientôt.